Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes à J-13 du coup d'envoi du mondial au Qatar. J-13 dans moins de 2 semaines, le 20 novembre à 17h aura lieu le match d'ouverture entre le Qatar et l'Équateur. Il était donc temps pour moi de vous retrouver et de faire un premier bilan sur cette première partie de saison où, comme vous l'avez vu ou comme vous le verrez, il s'est passé pas mal de choses. Mais avant tout, n'oubliez pas de vous abonner. Mousse l'arbitre. Alors, je ne suis pas encore sponsorisé par cette marque, mais peut-être un jour, grâce à vous. C'est pour ça qu'il faut partager, liker et diffuser au grand nombre. Voilà. Avant de revenir avec cette vidéo, j'avais eu la chance d'être invité par l'association Moussan et mon ami Khalid. Big up d'ailleurs à toi Khalid. Et petite parenthèse, on fera sûrement des émissions spéciales Coupe du Monde, donc en direct du studio Moussan à la Paillade. J'embrasse donc l'association Moussan ainsi que toutes les associations de Montpellier. Revenons à nos moutons. Il s'est passé pas mal de choses. On va faire un premier bilan rapide. Première Ligue, Ligue 1, Championnat d'Espagne et on va rapidement parler de la Bundesliga. La Première Ligue, vous le savez, championnat auquel je suis amoureux depuis un certain nombre d'années. Il y a, comme chaque année, une bataille rude. Et cette année, à la grande surprise, Arsenal est de retour. Arsenal est vivant et Arsenal est leader de cette Première Ligue. Alors, j'avais dit après le match perdu par Arsenal à Old Trafford, après le match, évidemment, je me suis réjoui de la victoire de Manchester, mais j'ai été surpris par le niveau et la qualité d'Arsenal. Et j'avais dit, cette équipe, si elle continue de jouer comme ça, elle sera difficile à battre. Et si je ne me trompe pas, à l'heure où on se parle, je crois qu'ils n'ont perdu qu'un match ou deux depuis le début de la saison. C'est pour ça qu'ils sont leaders. Derrière Arsenal, City. Alors City et son attaquant stratosphérique, Haaland, qu'ils ont acheté donc au Borussia Dortmund. Haaland est en train d'exploser tous les records, certes. Maintenant, il y a un petit truc qui me dérange. J'ai l'impression que City, quand ils sont dans le dur, il va y avoir ce petit coup de pouce du corps arbitral qui va faire la différence. Je me souviens quand même d'un Liverpool City, donc à Liverpool, remporté par Liverpool, où on a eu des choses extraordinaires, des erreurs mais monumentales de la part de l'arbitrage. Un but refusé d'Haaland, mais il a fallu quand même la VAR pour voir que Haaland avait déchiré le maillot du défenseur. Bref, les larmichettes de Guardiola, Salah qui se fait déchirer le maillot dans les arrêts de jeu dans le Money Time alors qu'il n'y a que 1-0. Silva, mais lui tire le maillot sur plusieurs mètres sans que l'arbitre intervienne. L'arbitre qui était à 40 mètres quand même de l'action, il reste stoïque. Ce qui a valu derrière le coup de sang, et encore heureux. Pourtant, le Klopp, on le connaît, c'est pas du genre à crier sur les arbitres, etc. Mais imaginez l'enjeu, imaginez le rythme de ce match qui a été exceptionnel. Imaginez, vous voyez votre joueur qui se fait arracher le maillot sans que aucun arbitre intervienne. C'est quand même incroyable. Et en plus de ça, donc du coup, il y a eu l'exclusion de Klopp. Donc moi, en Première Ligue, si je devais retenir quand même deux choses. Premièrement, le renouveau d'Arsenal, d'accord, et City qui est toujours là, mais on l'a encore vu ce week-end. Vous pouvez regarder à ralenti, penalty imaginaire. Je crois que c'est De Bruyne dans la surface. Bref. Il n'est absolument pas touché par le défenseur. Je me demande à quoi sert le VAR. Donc penalty, et surtout, c'est arrivé à la 95e minute. Donc pareil, ce qui me dérange aussi, vous allez me dire, je suis mal placé avec le Fergie Time à l'époque, peut-être, d'accord, très bien. Mais City, dès qu'ils perdent 1-0, il faut vraiment être
costaud, genre Liverpool pour arriver à les battre. Parce que, ou tu auras un quart d'heure d'arrêt de jeu pour leur donner une chance de revenir, ou tu auras le petit coup de pouce qui va basculer comme par hasard du côté de City. Donc j'espère que City, si City doit être champion, sera un champion propre. Voilà, sera un beau champion. Voilà, il y a déjà eu 2-3 trucs au niveau de l'arbitrage mais alors très limite. Donc j'espère que ça va cesser. Voilà. Ce championnat est coupé en deux. Donc actuellement, ce qu'on pouvait appeler un Big Four, là il y a deux équipes qui sont parties, qui se sont échappées, Arsenal et City. Et en dessous, donc, on retrouve une bataille du coup très intéressante entre Chelsea, Tottenham, Manchester United et ma foi Liverpool qui peut encore revenir. Voilà globalement la première ligue. Un mot quand même sur Manchester. Il y a eu le Ronaldo Gate, si on peut s'exprimer ainsi. Le traitement mais totalement incompréhensif de Ten Hag face à Ronaldo. Et comme si Manchester avait besoin de ça. D'accord, Manchester est en reconstruction. Manchester essaye de retrouver un équilibre, des bases. Et on a ce traitement totalement incompréhensible. Je veux dire, comme, du coup, là-dessus, je crois que tout le monde est d'accord. L'unanimité, tout le monde a parlé. Un joueur comme Ronaldo, tu ne peux pas c'est impossible de le traiter comme ça. D'accord. Si tu ne veux pas le faire jouer, tu lui dis d'entrée de jeu, tu le laisses partir. D'accord. C'est pas un gamin que tu vas envoyer à l'échauffement 10 minutes avant, tu ne fais pas rentrer. Non, mais ça n'existe pas. On parle de Ronaldo, la légende absolue, qui n'a plus rien à prouver depuis très longtemps, qui a tout gagné dans sa carrière et qui a 38 ans joue en première ligue à Manchester United. Donc tu ne peux pas le traiter comme ça. Ce n'est pas possible. Heureusement, le problème a été réglé. En tout cas, le cas Ronaldo a été réglé. Aujourd'hui, Manchester, ils étaient qualifiés en Europa League, donc ils sont en Europa League. Ils ont passé ce premier tour d'Europa League. Malheureusement, à un but près au niveau du goal average, ils n'ont pas fini premier. Du coup, ils vont se taper les barrages contre ceux qui sont sortis de la Ligue des Champions. Et évidemment, et j'en étais sûr, ils sont tombés contre le Barça. Voilà. On y reviendra tout à l'heure quand je parlerai de la Ligue des Champions. Voilà. Et au niveau du championnat, ils sont à peu près là où ils voulaient être, c'est-à-dire ils sont en course pour cette 4e place. Ils ont un match en retard, ils gagnent le match en retard, ils prennent cette 4e place, ils repassent devant Tottenham. Donc voilà globalement la situation en première ligue. On va parler maintenant de l'Espagne. Donc l'Atlético Madrid, on va pas parler de ce qu'a fait l'Atlético en Ligue des Champions. Mais en championnat, c'est également très poussif. Il y a une lutte entre le Barça et le Real. À l'heure où je vous parle, avec un match en retard, le Real est second. Voilà, ils vont jouer ce soir. Le Barça a pris la première place. Le bilan actuel de la Liga, bon, c'est pas compliqué. La Liga est sur la pente descendante. Les clubs espagnols ont souffert en Coupe d'Europe. Voilà. Le Barça a deux visages. Il y a un visage en la Liga qui est pas mal. Mais maintenant, est-ce que c'est pas mal parce que justement le niveau de la Liga est faible et on l'a vu en Coupe d'Europe. Et voilà, il y a ce visage justement en Coupe d'Europe où le Barça a clairement déçu. Et puis le Real Madrid, que je classe comme un club à part, d'accord. Le Real Madrid, encore une fois, ils sont à la hauteur en Ligue des Champions. Hein, c'est leur compétition. Voilà. Et dans la Liga, voilà, ils sont premiers, deuxième là, mais avec un match en retard. Donc, on va dire que pour le Real, tout va bien. Mais globalement, la Liga, voilà, le bilan qu'on peut faire actuellement, le niveau a chuté. Et il y aura une bataille entre le Barça et le Real pour le titre de champion d'Espagne. On part, je finirai avec la Ligue 1, on part en Allemagne. Alors, l'Allemagne cette année, c'est quand même assez, la Bundesliga, c'est assez passionnant, on va dire, parce que le Bayern a pas mal bégayé, Dortmund, etc. Il y a eu des surprises
comme Fribourg, comme l'Union Berlin. Et du coup, tout ça donne, ma foi, un championnat très compact. Et il y a très peu d'écart entre le premier, maintenant c'est Bayern qui a repris la première place, et jusqu'au cinquième, qui est l'Eintracht de Francfort. Hein. Je vous rappelle quand même que tout le monde s'était moqué de la poule de l'OM, d'accord. euh, Finalement, voilà, on s'est rendu compte quand même que l'OM a pris un top 4 anglais et un top 4 potentiellement, puisque voilà, il joue de toute façon le top 4, l'Eintracht de Francfort, pour se qualifier avec des champions. Voilà. Donc finalement, le niveau de cette poule-là était loin, très très loin, d'être facile. Donc voilà, je pense par rapport à l'Allemagne que c'est intéressant. Tout le monde peut battre tout le monde, c'est indécis, mais au final, le Bayern va reprendre son rythme de croisière et sans surprise, je pense qu'une fois de plus, le Bayern sera champion. Tour d'Europe, on va en Italie. Naples, le grand retour de Naples, très très longtemps qu'ils n'ont pas été champions d'Italie. Ça fait un moment qu'ils démarrent bien, mais qu'ils s'essoufflent. Du coup, ils finissent à chaque fois 3e, 4e. Pour l'instant, cette année, c'est pratiquement un sans faute. Pratiquement, ils ont fait 2 nuls et ils étaient invaincus jusqu'à ce que Liverpool les tape en Ligue des Champions. Mais en championnat, ils sont toujours invaincus, ils sont leaders, ils ont 5 points d'avance sur le Milan, il me semble. Donc, à Naples, tout va bien. Il serait temps quand même que ce club historique, voilà, regagne un titre de champion en Italie. Le Milan, donc champion en titre, est là. Et ils sont on parle pas beaucoup du Milan AC, mais ils sont là. Voilà, ils sont deuxième. Ils jouent encore le titre. Ils se sont qualifiés pour avec des champions. Ils font le taf. Derrière, on retrouve l'Atalanta Bergame et l'Inter de Milan. Moi, je vois une course à 3. Les deux clubs du Milan et Naples. Donc, ça va être intéressant de voir cette lutte. Le club, par contre, qui régresse, c'est la Juventus de Turin. Alors, la Juventus, quand il y avait Ronaldo, voilà, soi-disant, c'était à cause de machin ou truc. Bref, Ronaldo ci, Ronaldo mi. Depuis que Ronaldo est parti, c'est quand même la chute. C'est une catastrophe. Donc, la Juve éliminée de la Ligue des Champions, qui rebascule en Europa League et qui jouera à Nantes. Ce sera un match intéressant. Et en championnat, ils vont avoir du mal. Ils ont pris pas mal de retard. Ils vont avoir du mal à accrocher une place en Ligue des Champions. Ils vont avoir beaucoup de mal. Donc la Juve, ça va pas fort. On finit en Ligue 1. La Ligue 1, malheureusement, aucune surprise. Hein. Le Paris Saint-Germain, quoi qu'il arrive, premier. Quoi qu'il arrive, ils doivent gagner. Donc, vous savez, comme je l'ai dit après le match, après le soi-disant classico arbitré par l'extraordinaire Turpin, j'ai dit, mais beaucoup se plaignent du niveau de la Ligue 1, que le championnat est devenu faible, etc., qu'il n'y a plus beaucoup de suspense. Mais si les rares fois où le PSG se retrouve en difficulté, alors qu'ils ont une équipe qui à elle seule vaut en termes de budget toute la Ligue 1, d'accord? Si les rares fois où il y a du suspense, où il y a une équipe arrivée à les accrocher, vous leur offrez la victoire sur un plateau, et là je parle du corps arbitral, inutile à ce moment-là de jouer contre eux. Donnez-leur leur titre de champion de France et laissez les autres clubs jouer entre eux de manière loyale. Voilà. Contre l'Olympique de Marseille, il y a eu un 0, très bien. Il y a une exclusion, et derrière, en plus, Turpin, je l'ai entendu, tout le monde l'a vu, son sourire, voilà, Turpin, il s'est dit magnifique, j'ai réussi mon match, trop bien. Il y avait une grosse faute, il y avait un rouge, je l'ai mis, je suis content. En plus, soulagement, c'est un joueur marseillais qui l'a pris, donc parfait. Voilà où on en est. Et je parle pas
du penalty sur une main du Parisien. Donc, premier potentiel penalty qui aurait dû être accordé aux Marseillais. Je veux bien que ce penalty-là soit jugé, donc que cette main soit jugée comme une main étant non délibérée, donc involontaire. Très bien, d'accord? Mais là aussi, on se rend compte que l'interprétation tourne encore en la faveur de qui? Du PSG. Mais là où je vais découper, c'est sur le deuxième cas qui ne demande aucune interprétation. Le défenseur parisien attrape du maillot, il me semble que c'est Klos, le latéral marseillais, il attrape du maillot, il lui arrache donc le maillot, l'empêche de tirer correctement et on est dans la surface de réparation. Le règlement est très simple. Exclusion du joueur, donc pour avoir annihilé une occasion de but net, et coup de pied de réparation, penalty. Et comme par magie, hein, vous qui aimez bien dire Paris est magique, comme par magie, bah à ce niveau-là, c'est plus de la magie. Les 18 officiels, les 15 arbitres dans les camions, les assistants, les oreillettes, les micros, personne n'a rien signalé. Voilà. Alors, je me suis attardé là-dessus parce que quand même, c'est un fait marquant et de cette rencontre, mais j'ai envie de dire, et du championnat. Mais honnêtement, j'ai trouvé les dirigeants marseillais très très gentils après ce qui s'est passé. Et si ça tenait qu'à moi, en tout cas, je l'aurais dit comme ça. Si c'est ça, inutile d'aller jouer au Parc des Princes, d'accord? Inutile de perdre de l'énergie, de voyager pour rien, etc., etc. Puisque le PSG doit absolument gagner, voilà. Donnez-leur directement les 3 points et évitez-nous de nous déplacer pour rien. Voilà, je vais fermer cette parenthèse classico et je vais parler ensuite de l'OM. L'OM, on peut faire un gros bilan de l'Olympique de Marseille. Je vais juste, parce que je vais finir la Ligue 1 là-dessus, sur l'OM, mettre une petite parenthèse sur Lens, qui fait un excellent début de championnat, comme à leur habitude. Mais cette année, c'est encore au-dessus. Donc Lens est un dauphin totalement logique, totalement mérité. Lens, c'est cohérent, c'est solide, voilà, et ça joue au football. Donc voilà, ils méritent d'être là où ils sont. Et malheureusement pour eux, voilà, si le PSG était arbitré correctement, je pense que Lens ne serait pas à 6 points du PSG. Voilà. Et je le pense totalement. Voilà. Donc, au mieux, comme d'ailleurs pour tous les autres clubs de Ligue 1, hein, au mieux, même si tu fais une saison extraordinaire, tu finiras au mieux second. Parce que tu n'as pas les avantages du PSG. Voilà, tout simplement. On finit donc avec l'OM. Il y a beaucoup de choses à dire par rapport à l'OM. On va essayer de synthétiser. L'Olympique de Marseille, d'abord, fait un super début de championnat, pour commencer. D'accord. Donc, une préparation catastrophique. Mais enfin, moi, je ne me suis pas plus inquiété que ça. Un match amicaux, un match de préparation, ça va pas forcément... on ne peut pas trop se baser là-dessus. Derrière, il faut un bon début de saison. Après, ce qui aurait pu nous mettre la puce à l'oreille, c'est que l'OM, certes, gagnait, mais l'OM ne marquait pas beaucoup de buts. Bon. Si je dis pas de bêtises, depuis Ajaccio, non, c'était même avant, c'était depuis Francfort, il me semble que ça va pas. Depuis la réception de Francfort en Ligue des Champions. Voilà. Là, ça a commencé à chuter. Bon, avant le match d'hier soir, donc la réception de l'Olympique Lyonnais, l'OM était sur 4 matchs sans victoire et 5 toutes compétitions confondues. Voilà. Donc, on va le dire clairement, l'OM hier était en crise. Avant la réception de Lyon, c'était la crise. Voilà, ça fait 5 matchs que tu n'as pas gagné. Tu t'es fait éliminer de la Ligue des Champions. Donc, tu étais en crise. Et le match d'hier,
où finalement c'était un peu l'accalmie avant la Coupe du Monde, etc. Même s'il reste un déplacement à Monaco, ou alors voilà, ça venait confirmer que tu dors dehors. Ça s'est finalement bien passé hier soir pour l'OM. Maintenant, ce qu'on peut dire, les problèmes que rencontre l'Olympique de Marseille, pardon. Les problèmes sont finalement pas si compliqués que ça, mais ils vont être compliqués à résoudre. Je m'explique. L'Olympique de Marseille, si on prend joueur par joueur, on va trouver de la générosité, de l'envie et de l'engagement. Voilà ce qu'on va trouver majoritairement. Quelques joueurs qui ont du talent, mais voilà, si je vous dis Tavares, voilà, joueur généreux, joueur qui a du coffre, joueur qui a l'envie, etc. Mais joueur brouillon. Kolasinac et sa fameuse tête qui empêche l'Olympique de Marseille de se qualifier en Coupe d'Europe. Il a une tête qui est plus difficile à mettre à côté des buts que dans le but. C'est une tête sur un centre qui doit rabattre. D'accord ? Le ballon arrive opposé. C'est idéal ça pour un joueur. Pour un défenseur avec son gabarit, encore plus. Et le pire, c'est qu'il n'est pas gêné. Et il arrive à mettre le ballon à côté. Voilà. Des détails. Et ça, pourquoi ? Parce que lui aussi, on peut dire que c'est un joueur généreux, un joueur physique, mais ça manque de talent. Le principal problème de l'OM actuellement, c'est le manque de talent. Tout simplement. On peut prendre joueur par joueur. Ah, lui, il est généreux, lui, il se bat, lui, ici. Le style même de cette équipe, c'est ça. Le style de Tudor, c'est ça. D'accord ? Une équipe qui se dépense beaucoup. Et au final, à chaque fois, de très peu. Et de très peu, tu te fais éliminer ou tu perds. Et c'est quoi ce très peu, justement ? C'est ce qui fait la différence. Voilà, c'est le talent. Et l'expression, la fameuse expression « si près, si loin », voilà, c'est à l'image de l'OM. Quand tu regardes les scores et tout, tu te dis, bon, finalement, c'est pas si loin, mais cette petite différence-là, c'est un gouffre en fait. C'est un gouffre. Maintenant, si on doit répartir les responsabilités, évidemment, dans l'ordre, tu vas commencer par la direction. Et, parce que, d'accord, nous, on est les premiers à dire Longoria, c'est bien ce qu'il a fait, tatati, tatata. Quand quelqu'un fait du bon taf, on le dit. Et c'est bien. Il faut reconnaître les choses. Mais à contrario, quand il y a un problème aussi, il faut le dire également. Il n'est pas possible qu'un club comme l'OM se retrouve sans attaquant. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas d'avant-centre, il n'y a pas de numéro 9. Donc on a des joueurs qui ont le même profil, d'accord ? Qui décrochent, qui portent le ballon. Aujourd'hui, que tu mettes Under, que tu mettes Payet, que tu mettes Harit, que tu mettes Alexis Sanchez, c'est du pareil au même. C'est du pareil au même. C'est des meneurs de jeu. C'est des joueurs qui aiment décrocher, qui aiment porter le ballon, mais ils ne peuvent pas être au départ et à l'arrivée de l'action. C'est impossible. C'est pour ça qu'on a un gros problème de buteur. On a la possession de balle, on se procure des occasions, mais on ne marque pas de but. Et les défaites, elles sont dues à quoi ? Et là, je passe une dédicace à mon ami Nyang, qui m'a appelé hier soir avant le coup d'envoi du match, qui m'a demandé mon pronostic. Je lui ai donné le bon pronostic en lui précisant que ça serait une petite victoire. Voilà, une petite victoire, pourquoi ? Parce qu'on ne sait pas marquer le but. Au mieux, on marque un but
Allez, maximum 2. C'est tout ce qu'on peut faire. 1 ou 2 buts. Donc je lui dis, il y aura un but d'écart. L'OM a gagné 1-0. Bon. À partir du moment où tu ne peux pas marquer plus qu'un but dans un match, tu es obligé de ne pas en prendre pour gagner le match. Tu es obligé. Sauf que des buts, on en prend. Nous ne sommes pas la meilleure défense du monde. Des buts, on en prend. Il y a une bonne défense, mais c'est pas... Voilà. Et à partir du moment où tu sais que tu vas pratiquement prendre un but, et tu sais que tu en marqueras qu'un, l'équation elle est simple. Tu as très 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 peu de chances de gagner des matchs. Et on l'a vu lors des 5 derniers matchs. Et je peux même dire 6 avec celui d'hier, que tu as gagné, mais pourquoi tu l'as gagné? Parce que tu n'as pas pris de but. Voilà. Tu prenais un but, c'était fini. Donc, problème à résoudre, c'est pour ça que j'ai commencé par la direction. Il va falloir très très vite, mais tu ne pourras pas le faire avant le mercato, d'accord, d'hiver, ramener un avant-centre. Et l'erreur, ça a été de se débarrasser de Milik. Et quand tu vois que Milik reste un bon attaquant en voyant les buts qu'il enchaîne à la Juve, quand tu vois la gueule qu'aurait eu l'équipe avec Milik, Alexis Sanchez et Harit, ou Payet, peu importe, mais Harit fait un excellent début de saison, tu te dis quand même, c'est vraiment, vraiment dommage. C'est un joueur qui était déjà chez toi. Tu l'as renvoyé pour au final, voilà, avoir un gros problème offensif. Tu as un gros problème. Tu marques un but par match, c'est insuffisant. Tu es condamné à ne pas en prendre. Voilà. Et il est là, tout le problème de l'OM est là. Après, la direction, on va descendre, on va aller chez Tudor. Tudor, on peut lui reprocher certaines choses. On peut lui reprocher, mais c'est pas, il va pas t'inventer des joueurs. Moi, je pense que avec l'effectif qu'il a, c'est difficile d'en tirer plus que ça. Le 11, si on prend le 11 de départ d'hier, il n'y a pas grand-chose à dire. L'attaquant qu'il lui faut, il l'a pas. Il lui faut un attaquant, il l'a pas. Si on parle de son bilan en Ligue des Champions, en Coupe d'Europe, faut pas oublier que jusqu'à la 60e minute, tu es qualifié quand même. Donc, je vais te le dire autrement, à 30 minutes du terme des phases de poule de la Ligue des Champions, tu es qualifié. Pourquoi tu t'es fait éliminer? Bon, donc parce que Kolasinac, j'ai dit tout à l'heure, il n'a pas mis ce fameux second but. Et parce que tu n'as pas d'attaquant, tu es condamné à marquer un but par match. D'ailleurs, et là, j'embrasse mon cousin Abdé, mon pronostic sur ce match, j'avais dit 1-0 pour l'OM. Tu vois? Donc j'avais bon jusqu'à l'égalisation. Mais surtout, je savais que l'OM ne pourrait pas marquer plus qu'un but. Et on en revient donc à la règle de base. Si tu ne peux pas marquer plus qu'un but, tu as de fortes chances de ne pas gagner le match ou pire, de perdre. Et ce qui s'est passé dans les arrêts de jeu, tu ne peux pas le mettre sur le dos de Tudor. Parce que l'OM, il ne faut pas l'oublier, était qualifié pour l'Europa League dans les arrêts de jeu. Qualifié pour l'Europa League. 3e. Ce qui aurait été cohérent dans ce groupe, voilà. Tottenham, Francfort, ok, c'était au-dessus. L'OM, en finissant 3e, c'était bien. Bon, après, il y avait un match de barrage en Europa League à jouer, mais voilà. 3e, c'eût été mérité. Et ne me dis pas qu'à ce niveau-là, quand même, tu n'es pas capable, parce que c'est bien beau de dire on ne le savait pas, mais sous prétexte que tu ne savais pas que tu étais 3e, tu vas laisser l'adversaire, tu vas lui laisser un boulevard pour qu'il aille marquer ce 2e but. Oh, ton coach, il est rentré sur le terrain carrément. Tudor, il était 3-4 mètres dans le terrain. Donc ça, déjà, normalement, voilà, c'est exclusion. L'arbitre, il n'a pas mis de rouge, tu mets un rouge. Voilà, quand c'est comme ça, tu n'as pas le droit de rentrer sur le terrain. Il est rentré sur le terrain. Arrête, qu'est-ce que vous faites? Donc moi, je veux bien que tu me dises Tudor, machin et tout, mais le fait que l'OM ne finisse pas 3e, c'est totalement de la faute des joueurs. Totalement. Ils ont eu un manque de lucidité monumental. Voilà. Globalement, pour les résultats, on a fait le tour. Le problème, il est que
l'effectif n'est pas bon. L'effectif n'est pas bon. Voilà. L'OM est limité. Et par rapport à Tudor, moi je trouve que sa com, la manière dont il parle, etc., je trouve que c'est plutôt un coach qui est fait pour l'OM. Voilà. Que ça soit voilà, sa manière de parler, sa communication. Je trouve qu'il a l'étoffe pour être coach à l'OM. J'aime bien parfois la manière dont il répond en disant ben oui, il y a eu ça et voilà, c'est pas la fin du monde, etc. Et il a bien raison. Des fois, on va absolument l'accabler, mais je trouve que voilà. Et puis, je me dis que euh, avec euh, un attaquant, des joueurs un peu plus talentueux, je pense qu'il pourrait faire mieux. Voilà. Là, en- au niveau Ligue 1, bon, ben, l'OM, ils sont à peu près là où ils veulent être. Ils ne sont pas en retard au niveau du rendement. Voilà, c'est un club qui joue une des trois premières places. À l'heure actuelle, je crois qu'ils sont quatrième, il me semble, à 2 ou 3 points de Rennes. Donc là-dessus, ils sont dans les tours, il n'y a pas de problème. Mais en Ligue des Champions et en Coupe d'Europe, c'est terminé. Et ça, malheureusement, ok, ça ne s'est pas joué à grand-chose, mais les joueurs qui étaient sur le terrain contre Tottenham sont responsables, pour moi, du fait que l'OM n'a pas fini troisième. Voilà, je pense que par rapport à l'OM, on a fait le tour. On finit avec la Ligue des Champions. Il y a eu énormément de choses, beaucoup de matchs. On va simplement s'intéresser aux affiches qui nous attendent. Donc, comme vous l'avez vu, le PSG affrontera le Bayern. Voilà, ces deux clubs ne se quittent plus. Après la finale perdue par le PSG face au Bayern de Munich, il y aura de la revanche dans l'air. Le PSG peut s'en vouloir. Le PSG qui finit deuxième. Et quand on sait que que Benfica, Lisbonne affrontent Bruges, d'accord, ils ont vraiment de quoi se mordre les doigts. Et c'est là où j'en reviens pareil à ces mêmes personnes qui critiquaient le groupe de l'OM. Hein, finalement, on s'est rendu compte, mais les mêmes qui te disaient c'est un groupe d'Europa League. Hein, d'ailleurs, c'est une expression qui ne veut rien dire. L'Europa League, c'est une grosse compétition avec de gros clubs et qui n'a jamais été remportée par un seul club français. Donc déjà, quand tu dis Europa League et que tu veux rabaisser cette compétition, déjà, tu peux te classer dans la catégorie de Footix. Voilà. Et on le voit chaque année dans la Supercoupe, quand le vainqueur de l'Europa League rencontre le vainqueur de la Ligue des Champions, il n'y a jamais un boulevard. C'est toujours des matchs très disputés. Donc, là aussi, ça en dit long sur le niveau de l'Europa League qui va en plus nous offrir une affiche de Ligue des Champions, pour le coup. Voilà. Barcelone, Manchester United, voilà. Ce sera un huitième de finale de Ligue des Champions. Les deux clubs vont vouloir redorer leur blason, tout simplement. Donc ça va être un gros match à suivre. Le PSG donc qui s'est fait doubler par le Benfica. Donc toi qui disais que l'OM était dans un groupe d'Europa League, pareil, c'est ce que tu disais pour Benfica. Tu disais que le PSG allait leur mettre 3-0 et 4-0 au retour. Au final, le PSG ne les a battus aucune fois. Aucune fois. Pire que ça, le PSG finit derrière eux. Donc soyez cohérents dans vos propos. Voilà. Ça c'est dit. Je vois le Bayern. On ne va pas s'attarder sur cette affiche. Je vois le Bayern éliminer le Paris Saint-Germain. Voilà, il n'y a pas besoin de... voilà. En termes de puissance et de collectif, puisque c'est ça maintenant qui va parler, le talent, il y en a des deux côtés, ça, il n'y a pas de problème. Je pense que le Bayern est au-dessus et le Bayern éliminera le Paris Saint-Germain. Voilà. On passe à Bruges, très belle surprise, qui a fini deuxième de son groupe et qui donc affrontera le Benfica Lisbonne, invaincu, incroyable, depuis le début de la saison. Alors j'ai eu la chance, je suis parti les voir en championnat. Je crois que c'était leur deuxième match cette saison à domicile. On s'est régalé. C'était à guichet fermé, le stade est magnifique, l'ambiance, ils ont gagné. Bref,
Ils m'avaient déjà régalé. Et voilà, donc je suis bien content pour eux, parce qu'en plus, on a été super bien reçus. Je suis bien content pour eux, pour leurs supporters. Voilà, que l'aventure continue. Voilà, pour eux en Ligue des Champions. Totalement mérité. Euh, pas un budget excessif. Pas des joueurs des Galactiques. Et pourtant, ils sont là et ça joue au ballon. Je leur souhaite d'aller le plus loin possible. Ça va être une confrontation intéressante contre ce club de Bruges qui, pareil, a créé de belles surprises. Mais je vois quand même Benfica au-dessus. Je pense que Benfica se qualifiera pour autre chose. Liverpool, Real Madrid, pareil, ces deux clubs ne se lâchent plus. Le Real a privé Liverpool de 2 Ligues des Champions, 2 finales perdues par Liverpool contre le Real Madrid, dont celle de la saison dernière. Bis repetita, alors, une chose, moi avant le tirage, j'avais dit bonne chance pour celui qui tombera contre Liverpool. Mais vraiment, j'aimerais vraiment pas les prendre. Et malheureusement pour le Real, c'est tombé sur eux. Le Real est capable de tout, soyons clairs. Maintenant, il n'y a plus rien qui peut m'étonner. Mais je vois Liverpool, enfin pour eux, prendre leur revanche. Liverpool, tout le monde les voit dans le déclin, dans le machin, ils sont moins bien. Bon, en même temps, Liverpool, sur les 4 dernières années, c'est le club qui a joué le plus de matchs. Et quand on voit en plus leur style de jeu, la dépense d'énergie que ça demande, ils ont joué peut-être 850 matchs sur les 4 dernières saisons. Parce qu'à chaque fois, ils allaient au bout de la finale de la Coupe de la Ligue, de la finale de la Coupe, de la truc. Dès qu'il y avait une compétition, ils allaient au bout. Ça joue évidemment, je suis encore heureux. Mais moi, ce que je suis étonné, c'est que ça leur a pris 5 ans quand même pour se fatiguer. C'est là où je suis étonné en fait. Donc, ok, ils sont un peu moins bien physiquement, mais sur les gros matchs, ils n'ont pas perdu la recette. D'accord? Ils viennent de battre Tottenham. Ils ont battu City. Alors, un match exceptionnel. Euh, En Ligue des Champions, ils ont fini premier ex-aequo avec Naples. Naples qui les avait tapés à l'aller 3 ou 4-1. Tout le monde s'est moqué de trucs, mais au final, Naples, c'était pas n'importe qui. Et au retour, Liverpool les a battus, pareil, je sais plus, 3-0, je crois, un truc comme ça. Bref, ça s'est pas joué à beaucoup au niveau de la différence de buts. Mais Liverpool finit second. Et donc affrontera le Real Madrid. Moi, je me dis que c'est enfin le moment pour Liverpool de prendre leur revanche. Et le Real, en finale, c'est vrai que tu les bats pas. Après, en huitième de finale, ça va être un peu plus compliqué. Donc, je vois Liverpool gagnant. Leipzig City, je ne m'attarde pas là-dessus. Je pense que City est au-dessus. Le Milan contre Tottenham. Alors, le Milan, l'Inter, Naples. Moi, je vois un renouveau du football italien. Je vois un renouveau du calcio. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu 3 équipes italiennes se qualifier en huitième de finale. On a un championnat aussi italien intéressant. Voilà. Donc, moi, les équipes italiennes, l'Inter face à Porto, je vois l'Inter se qualifier et confirmer son renouveau. Milan-Tottenham, ça sera une très belle affiche, mais je vois le Milan se qualifier aussi. Voilà. Et par rapport à Naples, qui affronte le Francfort, pareil. J'opte pour le pareil, ce renouveau du football italien. Ça va être une belle affiche avec voilà, deux groupes d'ultra, que ce soit Naples ou Francfort, voilà, exceptionnels. Il va y avoir de l'ambiance. Mais pareil, je vois Naples, je vois les 3 clubs italiens se qualifier. Voilà. Il nous reste Chelsea, Dortmund. C'est le seul pronostic que je n'ai pas encore donné. C'est compliqué à pronostiquer, mais je vois Dortmund se qualifier. Je vois Dortmund se qualifier. Sur ce que j'ai vu, euh, Dortmund a joué City, d'accord, en Ligue dans la poule. Dortmund a posé énormément de problèmes à City. Énormément de problèmes. Sur les 2 matchs, d'ailleurs. Quand je vois le rendement de Chelsea actuellement, je ne vois pas comment ils peuvent sortir Dortmund. Je ne vois pas comment ils peuvent sortir. Donc moi, à l'heure où je te parle, pour moi, Dortmund, voilà, éliminera Chelsea. Voilà les amis, on a fait le tour de la Ligue des Champions, le tour de tous les championnats. On a fait le point. On va se retrouver bientôt pour la Coupe du Monde. Portez-vous bien et à bientôt. Peace.